Alors, Facebook veut développer une IA qui comprend le monde à travers vos yeux. Cette IA peut prédire le moment de votre mort avec précision. L'IA prédit l'impact de l'apocalypse climatique sur votre maison. En fait, tous ces titres, ils ont été collectés à partir de recommandations que j'ai eues, en l'occurrence c'était la semaine dernière, pour des articles sur Internet. Et ils laissent plus ou moins tous penser au fait qu'il existe une IA qui serait omnipotente, qui pourrait gérer des idées qui sont abstraites, et puis qui pourrait même parfois avoir une conscience, voire des sentiments. Or, force est de constater que Sarah Connor n'a toujours pas rencontré le Terminator T800 et que probablement aujourd'hui elle vit une retraite tranquille quelque part aux États-Unis. Et quand on voit tous les adjectifs que j'ai donnés par rapport à ces premiers titres, ben, finalement ils sont rattachés à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Et cette intelligence artificielle forte, elle est opposée à l'intelligence artificielle qu'on dit faible, dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez voir que le mot faible est quand même assez mal choisi. Alors, je suis docteur en neurologie et je me suis particulièrement intéressé dans ma thèse notamment aux algorithmes de l'intelligence artificielle et aux données médicales. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et je voudrais juste faire un petit disclaimer au début de cette présentation en empruntant une phrase à Paul Valéry qui dit, et on devrait toujours l'avoir en tête quand on voit quelqu'un qui vulgarise un sujet, le simple est toujours faux, mais ce qui ne l'est pas est inutilisable. Et donc je vais essayer de vous dire le moins de bêtises possible pour essayer de résumer ce qu'est l'intelligence artificielle, qui est un sujet complexe mais passionnant. Alors, je me suis posé la question de savoir quelle définition je donnerais pour qu'elle soit digeste quand on me demande ce que c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle. Et en fait, pour moi, c'est juste un formidable outil à modéliser tout un tas de phénomènes à partir du moment où on a assez de données les concernant. Et les formules mathématiques, en fait, qui sous-tendent les décisions de ces algorithmes, elles ne sont pas nouvelles. Elles datent en réalité d'il y a plusieurs dizaines d'années. Et elles sont devenues applicables depuis peu à grande échelle, et pour ça, il y a deux principales raisons. D'une part, c'est l'explosion de la puissance informatique, et le fait que ça devienne beaucoup plus accessible à chacun d'entre nous, puisque la preuve en est, on a tous assez de puissance informatique à la maison pour faire tourner un algorithme d'IA aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu des progrès phénoménaux dans ce qui est le recueil des données. On a un nombre de données beaucoup plus important à analyser avec ces algorithmes. Et finalement, aujourd'hui, on dit qu'on est dans le monde des big data. Donc, c'est des jeux de données qui, ça a été dit dans les présentations, vous allez voir que je reprends pas mal de trucs des présentations précédentes, finalement. C'est des données qui ont beaucoup de dimensions, beaucoup de types de données différents, et qui sont vraiment extrêmement massives. Et ça bouleverse, vous l'avez vu, beaucoup de domaines, et notamment le domaine des sciences comme la santé. Et il y a quelqu'un qui a parlé de ça de manière très claire, c'est Chris Anderson, en 2008. Il a écrit un essai, et puis il avait un titre provocateur volontairement, ça s'appelait The End of the Theory, donc la fin des théories en français. Et en fait, ce qu'il nous explique dans ce texte, c'est que aujourd'hui, en fait, on a changé de méthodologie en science. Jusqu'ici, on observait des données, puis on émettait une hypothèse par rapport à ces données, puis on les teste lors d'une expérience. Or, à l'ère du big data et de l'intelligence artificielle, en fait, on a une capacité d'observer des données qu'on n'arriverait même pas à observer à l'œil nu, tellement les dimensions sont grandes. Et puis, l'autre chose qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on peut venir étudier ces jeux de données, parfois sans a priori, sans même avoir d'hypothèse. Et pour vous illustrer ça, je vais prendre un exemple amusant que je tire du livre « À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure du big data » de Dominique Cardon. C'est un très bon bouquin pour ceux qui voudraient creuser le sujet. Alors, on va faire un exemple donc, qui est amusant. Hop. On va se mettre dans la peau d'un assureur auto qui, à partir de données de consommation dans un magasin, donc dans un supermarché de ses clients, voudrait déterminer s'il y a des patterns de consommation dans le magasin qui seraient plutôt en lien avec une conduite responsable sur la route ou bien qui traduiraient une conduite plutôt accidentogène. Et
avant l'intelligence artificielle, on peut y réfléchir. On a une hypothèse qui vient tout de suite en tête, je pense à tout le monde, c'est de dire bon, ce type de consommation, notamment l'alcool, c'est sans doute lié à une conduite qui est un peu plus accidentogène. Et donc, puisqu'on est à l'ère avant le big data, avant l'intelligence artificielle, on va recueillir précautionneusement chaque donnée sur la consommation d'alcool de nos clients. Puis on va définir un modèle, et ce modèle, on va le tester. Et on risque d'avoir de très bons résultats. Mais pour vous montrer le changement aujourd'hui, c'est qu'on va avoir non pas certaines données qu'on va devoir sélectionner, mais là on va les avoir toutes dans une espèce d'immense tableur Excel qu'il est très long de dérouler et de regarder. Et en fait, on va juste demander à notre algorithme d'essayer de faire un modèle prédictif à partir de ces données de consommation et de voir s'il y en a qui sont corrélées, par exemple, à une conduite qui est responsable. Et quand on fait ça, on obtient ça. Alors, je suis breton, mais je n'ai pas osé ramener des galettes dans ma présentation. Ce n'est pas ça du tout, c'est des feutres qu'on met sous les meubles pour protéger le sol, en fait. Et ça peut paraître un résultat complètement farfelu pour traduire une conduite qui est plutôt responsable sur la route. Mais en réalité, quand on y réfléchit, c'est un peu ce qu'on cherche. C'est-à-dire à trouver des variables qui ont un rôle central dans le pronostic et qui, pour autant, seraient très dures à trouver dans nos hypothèses préalables. Alors, tout ça, c'est des super résultats, mais comment on fait pour créer un algorithme d'intelligence artificielle? Alors, d'abord, je dis créer, mais en général, on ne crée pas grand-chose. En fait, on utilise des modèles qui existent déjà, qu'on va prendre et qu'on va utiliser sur nos données. En fait, ils ont différentes architectures, et vous connaissez sans doute tous, vous avez déjà tous entendu parler des réseaux de neurones, et peut-être qu'il y en a qui connaissent mieux le sujet et qui ont entendu parler de forêts aléatoires ou de support vector machine, des choses comme ça. Donc on va choisir un de ces algorithmes et on va pouvoir justement lui donner, lui faire subir, on dit, un apprentissage supervisé, la plupart du temps, c'est beaucoup ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va l'entraîner avec des exemples qui sont étiquetés, auxquels on lui donne la réponse, pour qu'il apprenne sur ces exemples et pour qu'après il définisse lui-même nos données qui sont les plus discriminantes pour répondre à la question qu'on lui pose. Et ici, je vais vous prendre un autre exemple, et on va se dire qu'on essaie de faire ensemble un algorithme qui doit reconnaître des voitures à Lyon, à partir d'images. Donc on va devoir lui donner énormément d'images de voitures qui passent à Lyon, et on va l'entraîner à les reconnaître. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on n'a pas besoin de lui définir à quoi ressemble une voiture. C'est que ici, il va définir lui-même les caractéristiques de l'image qui vont lui évoquer une voiture. En quelque sorte, en fait, il crée sa propre définition. Et après l'avoir entraîné, on conserve ces paramètres et on va les tester sur d'autres images qu'il n'a jamais rencontrées. Et là, en l'occurrence, puisqu'on est tous très forts, on a réussi à faire un algorithme qui repère déjà quelques véhicules dans l'image. Et tout ça, c'est très synthétique parce qu'il y a d'autres méthodes d'entraînement, c'est Laurent qui en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, l'auto-apprentissage, etc. Mais ça permet en fait, ces exemples, déjà de voir quelques enjeux qui sont en lien avec ces technologies, quelques-uns des plus grands enjeux en fait qui existent. Et je viens de quitter la présentation avec mon doigt. Hop, je remets ça, tac. Voilà, si je mets lire à partir du début, je pense qu'on est parti pour ça. Là, non. Voilà, incroyable. Tac. Ah, ça y est, c'est la télécommande qui m'a lâché cette fois-ci. Hop, non, c'est bon. Ouais. Oh, je vais faire à la main. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de diapos. Donc voilà. Et donc en fait, cet algorithme, si on le vend demain en Thaïlande, celui qu'on a entraîné à Lyon, et qu'on le vend à une entreprise thaïlandaise et qu'il le déploie en plein milieu de Bangkok, et on est très content, mais je pense que c'est le client qui ne va pas être content du tout, parce que quand il va croiser ce type de véhicule, finalement, il va sans doute avoir des performances qui vont être vraiment très largement en dessous de nos attentes. Et je vais vous dire que, en fait, les données qu'on utilise, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus capital dans ces algorithmes. Et je vais vous parler d'un exemple que je connais bien parce que ça a été mon travail de thèse, et je vous préviens, c'est un petit peu morbide, à partir de données de patients qui venaient aux urgences, qui avaient une hémorragie intracérébrale,
j'ai essayé de déterminer quel était le pronostic vital à 1 mois, pour pouvoir aiguiller un petit peu les médecins sur les prises en charge à adopter. Et donc, on a récupéré des données de scanner, des données cliniques, les antécédents des gens, et même des données biologiques. Et en regardant tout ça, il y avait des gens qui l'avaient déjà fait par ailleurs, dans la littérature. Finalement, on se rend compte tout de suite que pour certaines personnes, il manque certaines de ces informations. Et la simplicité, c'est de se dire, et c'est ce qui avait été beaucoup fait jusqu'ici, c'est de se dire, les gens pour qui il manque des informations, on ne va pas les analyser. Et finalement, quand j'ai regardé mes données, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le manque d'informations, c'est aussi de l'information. Et quand on compare la mortalité des gens qui n'avaient pas du tout de données manquantes, donc ici 11% pour les gens qui avaient toutes les données recueillies à l'entrée, avec celle des gens qui avaient des données manquantes, là ça explose, ça triple en fait. Et finalement, on était en train d'entraîner un algorithme sur des données de patients pour définir des pronostics de futurs patients à partir de données qui ne reflétaient pas du tout la réalité puisqu'ils sous-estimaient très largement la gravité de la pathologie. Et quand on y réfléchit, finalement, c'est assez logique parce que des gens qui arrivent dans le coma aux urgences, pour savoir s'ils fument ou s'ils avaient de l'hypertension, des fois c'est hyper difficile. Et donc, une autre chose qu'on peut comprendre via ces exemples, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité des choix de l'algorithme. Et ça c'est hyper important de le comprendre. Et on va reprendre notre exemple de notre algorithme qui définissait des voitures, qui ne marchait pas en Thaïlande, mais qui marchait bien sur ce type de véhicule. Quand on demande à un humain pourquoi c'est une voiture, c'est facile. Il va dire il y a 2 phares, il y a un pare-brise, il y a des rétroviseurs. Quand on demande à un algorithme, c'est lui qui choisit les caractéristiques de l'image. Et en fait, quand il les choisit, lui, il va voir des densités de pixels, il va voir des distances, il va voir tout un tas de données qu'en fait, ils sont très, très compliqués à comprendre pour nous et qui veulent un petit peu rien dire. Et ça, c'est très embêtant, notamment dans le domaine de la santé. Parce qu'on va se retrouver avec un choix algorithmique qui va nous dire ce patient va peut-être décéder dans 30 jours. Et pour autant, on n'a pas de visibilité sur le pourquoi de cet algorithme a fait ce choix. Et ça va avoir, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de recherches actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et d'autant plus qu'on s'est rendu compte que finalement, les choix de l'algorithme, on avait en plus énormément de mal à les remettre en question. C'est un monsieur qui a théorisé un petit peu tout ce qui est aide à la décision en santé, qui s'appelle Enrico Collera, qui a montré une chose qui est hyper impressionnante, c'est que quand un médecin est aidé dans ses prescriptions par un algorithme, si l'algorithme dit vrai sur la nécessité de prescrire tel ou tel médicament, alors on réduit le risque d'erreur de 59%. Or, quand l'algorithme dit faux, en fait, on augmente le risque d'erreur de 86%. Et donc, ça nous montre bien que non seulement il faut s'attacher à avoir des algorithmes qui soient très précis, qui disent pas de bêtises, mais qu'en plus, ils soient informatifs sur la décision qu'ils ont donnée. Donc finalement, on a parlé des biais possiblement introduits par les données, on a parlé de l'explicabilité des résultats, et il y aura encore bien d'autres sujets et enjeux à discuter avec vous aujourd'hui. Puis vous voyez qu'après 5 présentations, finalement, c'est impossible de tout résumer. Mais j'espère qu'au moins je vous aurai apporté une chose, c'est que la prochaine fois que vous verrez un titre aguicheur concernant l'intelligence artificielle, vous aurez envie d'approfondir vos recherches. Parfois pour trouver des choses dérangeantes, parfois plutôt des sujets enthousiasmants, mais en tout cas toujours des choses très intéressantes. Parce que derrière mes titres, ici, se cachait le projet Ego 4D, qui est un projet d'analyse d'image à la première personne, avec un côté très Black Mirror. Derrière ce deuxième titre se cachait le Medical Brain de Google, qui cherche avec des données non structurées à définir le pronostic de patient. C'est un domaine vraiment passionnant d'études. Et puis enfin, derrière ce dernier titre, on parlait du travail de Mercator Research Institute, qui est un institut qui a analysé les conséquences climatiques à différents points géographiques à partir des données de la littérature sur le sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.